Il existe, par-delà le rivage et l'horizon de nos connaissances, des mondes qui nous sont encore inconnus. Notre histoire commence là-bas, en des terres mêlées de prestige, de mythes et de croyances que l'on appelle Kama. Autrefois, les ferventes croyances à ces peuples en leur divinité leur assuraient paix et prospérité. Cependant, le poids du temps agissant, leur foi s'érodait, laissant ainsi naître des hordes de monstres. Honneur à tous les amis, j'espère que vous allez bien et bienvenue sur Fumigène. Aujourd'hui, on va causer sérieusement. On va parler d'un afro-manga proposant un scénario novateur dans un univers qui finalement a très peu été visité dans le monde du manga. Je vais vous présenter The Last Kami. C'est une fiction inspirée de faits réels retraçant une épopée africaine d'un jeune homme appelé Sanka. Les auteurs se nomment Mike Dambi et Dwayne Uno. Deux jeunes hommes qui se sont fixés l'objectif de proposer une histoire différente aux fans de manga et comics que nous sommes. Mais je précise que Mike et Dwayne ne sont pas seuls, ils sont bien entourés par une équipe qui n'a qu'un seul et unique but: faire connaître cette œuvre au maximum de lecteurs, peut-être même à l'international. Dans cette vidéo, je vais essentiellement vous parler du tome 1, mais je prépare une seconde vidéo sur le tome 2. Alors assieds-toi bien confortablement dans ton fauteuil, prends des pop-corn et découvre l'univers de The Last Kami. Déjà d'un point de vue éditorial, cet afro-manga est édité dans un format A5 et toutes les pages sont en couleur. Cela justifie amplement son prix, car je peux vous assurer que les pages couleurs sont évidemment plus coûteuses que les pages en noir et blanc. Les auteurs précisent que cette œuvre se situe entre le manga et le comics, et ils le prouvent déjà par son édition, qui n'est pas dans un format classique de manga et ni dans un format classique de comics. De mon point de vue, cette taille offre une visibilité supérieure et permet d'apprécier mieux sa lecture. Je précise que dans l'univers manga, lorsqu'on a des tomes de cette taille, ce sont généralement des éditions de luxe, perfect ou autres. Tout ça pour dire qu'un soin particulier a été apporté à cet afro-manga. C'est un point à noter. Le premier tome sera essentiellement centré sur la découverte de l'univers et ses personnages. Mais je tiens à préciser que si le tome 1 nous présente Sanka et Emani, les auteurs n'ont volontairement pas débuté leur aventure dans ce tome. Ils ont attendu le tome 2. Ils ont surtout mis en avant l'univers et c'est un choix que je peux comprendre, car nous sommes dans une œuvre qui cherche à développer une histoire captivante avec des personnages profonds, mais surtout une œuvre qui a pour objectif de faire découvrir l'Afrique, ou autrement dit, Kama, ses cultures, ses croyances, ses doutes et tout ce qui peut entourer ces terres. Donc, si tu veux tout de suite frapper fort, il ne te faut pas seulement un jeune homme avec un objectif, il te faut également un univers captivant et sublime dans lequel tu pourras faire évoluer ce jeune garçon. Et l'Afrique s'y prête tout à fait. D'abord, il faut savoir que l'énergie utilisée dans cette œuvre est appelée Ubuntu. Vous avez le Ki dans Dragon Ball, vous avez le Reiatsu dans Bleach, le Chakra dans Naruto, et bien dans l'univers de The Last Kami, c'est l'Ubuntu. Le tome 1 commence par un événement qui semble tragique. C'est l'apparition d'un antagoniste, il s'agit de Judama. Il y a évidemment un rapport avec Judas dans la Bible. Cet homme ou créature est un ancien Kamite et il semble avoir la capacité de récupérer l'essence Ubuntu et la pervertir. Je pense donc que Judama cherche à annihiler l'espèce humaine. C'est un peu l'antithèse des Kamites, c'est-à-dire qu'il prend à contre-pied la mission du Kamite. Le Kamite est là pour protéger l'humanité et lui, il est là pour la pervertir, voire même la détruire. Il précise d'ailleurs à Kahami que les Kamites auraient été décimés. C'est donc qu'il cherche vengeance. Mais par la suite, il précisera également qu'une menace que même lui ne pourra pas arrêter fera son apparition dans 100 ans. On peut donc légitimement se dire que Judama n'est peut-être pas l'antagoniste principal de l'œuvre en général, il sera peut-être l'antagoniste, on va dire principal dans une première partie. Je sais pas, j'extrapole, j'invente, mais en tout cas, tout porte à croire que Judama sera très important, aura un rôle très important, mais il n'est pas le personnage le plus dangereux de cet univers, car il a une bête qui arrive dans 100 ans et à mon avis, si Judama il en a peur, c'est que ça ne rigole pas. On peut également se dire, si on extrapole, c'est que Judama lui aussi chercherait à accumuler de la puissance de l'essence Ubuntu
peut-être pour pouvoir se défendre de ce monstre. Peut-être que ce monstre, finalement, ne fait pas de distinction entre le bien et le mal et il détruit tout sur son passage. Car Judama n'aurait pas précisé qu'il n'est pas de taille face à lui. Ça veut donc dire que lui aussi, il le craint d'une certaine façon. On notera d'ailleurs le chara-design de Kahami, le kami, que je trouve tout simplement magnifique. C'est vraiment agréable de pouvoir apprécier des styles de personnages différents. Si je dois donner un défaut dans cette partie, c'est au niveau du découpage de la scène. En effet, je pense qu'il aurait été plus lisible d'utiliser une autre technique afin d'assurer une meilleure lisibilité. On apprend ensuite qu'une force représentant le chaos ou le désordre, appelée l'Isfet, gagne du terrain et qu'elle obtient de plus en plus d'adeptes. Je vous avoue par contre qu'il n'y a pas beaucoup d'explications sur les termes techniques, mais cela sera corrigé dans le tome 2. Nous entrerons ensuite peu à peu dans l'univers de cet afro-manga avec des explications sur la naissance des gardiens, les protecteurs de la population. Je précise que les gardiens ne sont pas des kamites. Ce sont des personnes qui ont, on va dire, du pouvoir, des pouvoirs. Ils peuvent même se transformer, etc. Ils peuvent faire des techniques assez même impressionnantes. Ils ont un style de combat qui repose sur cet enseignement, mais ce ne sont pas des kamites. Bref, on va avoir des explications sur leur style de combat, le mode de recrutement de ces derniers. Sans oublier le fait que la situation est tout de même assez inquiétante à Kama, car l'essence Ubuntu est au plus bas et il est donc difficile d'invoquer Kahami, car tu as besoin d'essence Ubuntu pour invoquer ce Kamite, le Kami. Et même si les gardiens sont puissants, leur force n'égale pas celle d'un Kamite et les djinns pullule à travers Kama. Il est donc nécessaire qu'une personne ou un groupe de personnes mette de l'ordre dans tout ça. Et c'est donc à ce moment précis que nous ferons la connaissance du protagoniste principal. Il s'agit de Sanka, un jeune homme pas très respectueux et m'en foutiste au passage. Sanka est issu d'une famille de gardiens de père en fils. C'est encore un enfant quand son père disparaît dans des conditions mystérieuses. C'est avec sa mère qu'il est élevé dans la ville de Sewoto. Mais en grandissant, il se rapproche de son grand-père, seule figure masculine qu'il trouve grâce à ses yeux. Il est accompagné de Emani, c'est l'ami d'enfance de Sanka. Également issu d'une famille de gardiens, c'est ensemble que plus jeunes, ils ont fait leur initiation pour devenir apprentis gardiens. Elle est originaire de Sewoto également, elle a grandi là-bas avec ses parents et ses frères et sœurs. Nous allons donc suivre les aventures de ces jeunes afin qu'ils deviennent des gardiens confirmés. Mais je ne vous en dirai pas plus car si vous souhaitez connaître la suite, il faut aller vous procurer The Last Kamite. Une chose est sûre, c'est que les auteurs ont choisi un style narratif différent, car comme expliqué en amont, ils ont mis l'accent sur l'univers et surtout la problématique de cet univers, pour ensuite nous introduire les personnages. C'est pas plus mal, car de cette façon, la menace est posée directement et ça nous permet de mieux appréhender l'objectif des personnages. Dans les points faibles, je dirais que, dans la mesure où l'univers est nouveau pour beaucoup de lecteurs, il est nécessaire de faire très attention aux mots techniques utilisés. Il faut systématiquement en donner l'explication selon moi, afin de ne pas perdre ton lecteur. Dans le tome, il y a de nombreux mots qui ne sont pas expliqués et qui ne parlent pas à un lecteur lambda. Dans la mesure où je me suis intéressé à l'Égypte, il y a donc plusieurs références qui me parlent, mais je pense que ce n'est pas le cas pour tout le monde. Il faut donc rendre cette œuvre accessible au plus grand nombre. Et ça passe par des explications nombreuses, selon moi. Mais je précise que ce défaut a été corrigé en tome 2. Concernant les points forts, il y en a beaucoup. Je commencerai par l'univers. Je ne cesserai de le répéter, mais le potentiel est tellement vaste que je suis impatient de découvrir les aventures de Sanka, car c'est à travers ses yeux que nous découvrirons Kama. Je suis également content de voir que les auteurs ont pris le temps d'insérer des informations ou personnages historiques réels comme le roi Mansa Musa et bien d'autres éléments que vous pourrez découvrir si vous allez vous procurer cet afro-manga. Ça prouve que leur volonté n'est pas simplement de divertir, mais également d'instruire les lecteurs. C'est juste génial. Concernant le style graphique, il est à mi-chemin entre la BD et le manga, mais je dirais plus BD tout de même. On sent que le trait des dessinateurs s'affine, notamment dans le tome 2, et je pense qu'ils trouveront des techniques et astuces pour s'améliorer de plus en plus. Pour l'instant, c'est déjà très correct et je pense qu'ils gagneront en précision par la suite. J'en suis même certain. On sent que les auteurs ont pris du plaisir à faire ce premier tome. Lorsque tu vois un gardien qui fonce face à un djinn en criant « Ankunya »,
Tu te dis que le gars s'est fait plaisir, ils se sont fait plaisir les frérots. Je pense donc, pour résumer, que le potentiel de cette œuvre est monstrueux et les auteurs tiennent quelque chose de vraiment puissant. Il ne faut rien lâcher. C'est même une œuvre qui est clairement adaptable en animé. C'est limite déjà prêt à mes yeux. Je ne serais même pas étonné que ça ne soit pas déjà en discussion. Je le ressens clairement dans les chara-design, les couleurs. Moi je vous le dis, The Last Kamit un jour pourrait arriver sur vos écrans. Et c'est tout le mal que je leur souhaite. Alors, les frérots, selon vous, quel est le but de Judama ? Comment le père de Sanka a disparu? Est-ce qu'il va revenir? Quelle est cette menace censée arriver dans 100 ans, telle que nous l'a prédit Judama? Est-ce que Karami pourra encore être invoqué? Est-ce que Lisfet prendra le dessus dans l'univers de Kama? Quel est ce monstre crié craint par Judama lui-même? Beaucoup de questions qui trouveront des réponses si vous allez vous procurer cet afro-manga. Pour finir, je dirais que cette œuvre pose un sous-texte intéressant sur la croyance de l'homme au divin. La thématique principale est donc la foi, car il est clair qu'un peuple divisé dans ses croyances aura du mal à faire l'unité. Et finalement, la population de Kama devra sûrement faire face à des croyances différentes venues des pays étrangers. C'est d'ailleurs proche de la vérité de ce qui s'est passé en Afrique. Mais comment les auteurs comptent réunir cette population? Comment les auteurs comptent réunir tous les Africains, tout le peuple de Kama? Comment unifier ce peuple de Kama? Comment rappeler aux plus jeunes qu'il est important de savoir d'où l'on vient pour savoir où l'on va? Eh bien, j'ai hâte d'avoir des réponses. J'espère donc que cette œuvre pourra éveiller un intérêt pour l'Afrique chez certains et réveiller le côté africain chez d'autres. Donc foncez, cliquez en barre d'infos afin de vous procurer le tome 1 et le tome 2 de cette œuvre très surprenante. Et je finirai cette vidéo sur la phrase d'un grand homme. Je suis africain, non pas parce que je suis né en Afrique, mais parce que l'Afrique est née en moi.